qu'on a une culture, nous, françaises, de la punition. Et on pense que c'est normal. Pourquoi est-ce qu'on exclut un enfant de l'école ? Parce qu'il est différent. Des outils comme l'intelligence artificielle, elles posent pas réellement de nouvelles questions. Elles posent d'anciennes questions auxquelles on n'a pas répondu depuis longtemps. Comme Maria Montessori le disait, l'éducation est la plus belle arme de paix. Michel Onfray a cette phrase que j'aime beaucoup, il dit « Tous les enfants sont des philosophes et certains adultes le demeurent ». Nos enfants deviennent comme nous les voyons, nos enfants deviennent comme ils nous voient. Prenons le temps de réfléchir à ce qu'on veut pour demain. Bienvenue sur le podcast Les Adultes de demain. Je m'appelle Stéphanie Desclèbes, je suis entrepreneur et surtout une actrice engagée pour l'enfance. Dans ce podcast, je donne la voix à celles et ceux qui changent le monde grâce à l'éducation. Pour en savoir plus sur mes dernières actualités, rendez-vous sur le compte Insta @lesadultesdedemain ou sur mon compte perso LinkedIn. Pour retrouver un condensé des meilleurs moments du podcast, je vous laisse découvrir le livre « Offrir le meilleur aux enfants » aux éditions Hatier, que j'ai coécrit avec ma mère Sylvie Desclèbes, que vous entendrez beaucoup dans ce podcast. Allez, je laisse place à un nouvel épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai enregistré un épisode dans l'un de mes lieux favoris à Paris. Vous le savez, il s'agit des ateliers 62. J'y ai retrouvé Marie-France Barrier, venue partager sa conviction profonde, l'importance de créer un lien entre les enfants et la nature, et plus particulièrement avec ceux qui la cultivent, la terre, les agriculteurs et les paysans. Grâce à son association des enfants et des arbres, 42 000 arbres ont été plantés chez 170 agriculteurs et agricultrices, grâce à un travail en collaboration avec 5000 élèves. J'aime régulièrement aborder sous différents angles ce lien si naturel qu'entretiennent les enfants avec le vivant. Je suis persuadée qu'il représente pour eux le plus beau terrain d'apprentissage et d'épanouissement. Et aussi pour les adultes, je dois vous le dire. Avec sa poésie et sa sensibilité, Marie-France a su mettre en lumière la puissance de la nature et de celles et ceux qui la vivent au quotidien pour réenchanter l'enfance. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Marie-France. Bonjour Stéphanie. J'ai découvert ton projet récemment et il m'a totalement séduite. Il s'agit de l'association que tu as fondée qui s'appelle Des enfants et des arbres. Alors avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet de toutes ces actions auprès de l'enfance, je vais te présenter brièvement. Tu es réalisatrice depuis plus de 15 ans et tu as réalisé de nombreux documentaires, notamment Le Chant des possibles et Le Temps des arbres que j'ai visionné récemment et que j'ai absolument adoré. À travers ces œuvres, tu partages ta solidarité envers le monde agricole et cet amour profond que tu as pour l'arbre et la forêt. Aujourd'hui, tu as décidé d'aller encore plus loin en créant cette association des enfants et des arbres qui, je cite, vise à apporter une réponse positive au fatalisme écologique en invitant des collégiens à planter des arbres chez les agriculteurs de leur département. Tu es persuadé que nous entretenons un lien sacré, puissant et vital avec les arbres, un lien qui tend malheureusement à disparaître, souvent à l'âge adulte. Avec cette association, tu veux faire des enfants les ambassadeurs de la nature et les tisseurs de liens avec cet élément essentiel de notre environnement. Comment est né ton amour pour les arbres ? Je pense qu'il est lié au fait que j'ai grandi pas très loin d'ici, en région parisienne, à Ville-d'Avray, donc à côté de la forêt domaniale de Ville-d'Avray. Et j'étais fille unique, enfin je le suis toujours d'ailleurs, et très tôt, j'ai trouvé dans cet espace un lieu de fraternité, en fait, dans la forêt et au pied des arbres. J'ai trouvé une présence et un réconfort qui venait remplir ce sentiment d'absence. Voilà, je suis partie des enfants uniques qui ont souffert. Enfin, il y en a qui sont très contents d'être enfants uniques. Moi, j'avais soif de connexion et de fratrie. Et finalement, j'ai trouvé ce lien, cette protection et en fait un vrai sentiment de complicité dans cet univers forestier là à côté de chez moi et depuis j'ai toujours donc je fais partie des gens qui depuis maintenant des décennies ont un rapport même très tactile à l'arbre parce que le toucher, l'enlacer, enfin ça a vraiment été quelque chose qui m'a appelé et je dois dire que par exemple moi j'ai pas de connexion particulière ou d'appel particulière vis-à-vis du monde animal. Enfin j'ai pas envie d'avoir un chien, enfin moi j'ai un chat, mais on reconnaît cette connexion et cette amitié évidente en fait avec le chien, le chat, les chevaux et moi je dois avouer que spontanément j'ai cette amitié, cette
connexion au végétal et à l'arbre qui m'inspire. J'ai l'impression de beaucoup apprendre des arbres, à les observer, à les écouter et à les comprendre en fait, et à me sentir dans une relation un peu d'alter ego avec ces êtres qui sont comme nous, verticaux, avec toute cette symbolique, mais cette réalité d'être très enraciné ici, maintenant, de grandir cycle après cycle vers la lumière et en étant en connexion avec tout plein d'autres êtres vivants. Je trouve que finalement, il nous parle beaucoup de ce que c'est être humain aujourd'hui. Et voilà, et donc ça s'est un peu imposé à moi. Et encore aujourd'hui, j'ai plein d'amis humains, mais je dois avouer que parmi mes très bons potes, j'ai des arbres. J'habite toujours en banlieue et à côté de la forêt, non loin de là-bas en fait. Et très régulièrement, enfin chaque semaine en fait, je vais rendre visite à mes bons copains. Je vais m'adosser, je vais me poser, je vais faire le point et je vais surtout leur demander de m'aider à m'aligner, à me centrer. Voilà, je les consulte, je les sollicite tout le temps. Est-ce qu'il y a un type d'arbre qui te touche plus qu'un autre ? Je dois avouer que le chêne et le hêtre, qui sont deux arbres qui sont très présents là dans ces forêts, mais qui me qui font partie de mon biotope véritablement. Je suis beaucoup moins sensible dans les forêts méditerranéennes, plus sèches, même s'il y a le chêne liège et autres, mais voilà, c'est mon biotope et je me sens proche et complice et vraiment reconnaissante de ce qui m'amène au-delà de l'oxygène, au-delà de tous ces facteurs-là, vraiment dans cet enseignement à savoir être au monde. Ces dernières années, les arbres ont beaucoup fait parler d'eux grâce à des ouvrages qui ont eu un énorme succès, comme le fameux La vie secrète des arbres de Peter Wolleben, je ne sais pas si je prononce bien son nom, mais qui décrit les forêts comme des systèmes organisés presque semblables à des sociétés humaines. Qu'est-ce qui te fascine le plus chez les arbres, toi ? Eh bien alors, je dirais que plus que presque quand tu dis des forêts qui fonctionnent presque comme dans des sociétés humaines, je pense que c'est plus nous qui en fait, fonctionnant ou devrions tendre à fonctionner comme ces sociétés naturelles, en fait, de réapprendre à travailler dans la symbiose, dans la coopération, dans la mutualisation de l'énergie, des informations, des ressources, des nutriments. Et bien, je dirais que dans l'arbre, moi, ce qui me fascine, c'est sa capacité à coopérer avec toutes les formes de vie. C'est-à-dire qu'il est en permanente interaction avec toutes les formes qui vont depuis la forme fongique, donc il travaille avec le règne animal, il va travailler avec tout le monde souterrain, tous les insectes qui vivent dans le sous-sol, mais aussi tous les insectes qui gravitent sur son tronc, ses feuilles, voilà, tous les petits mammifères, tous les oiseaux, le monde reptilien, sa capacité à brasser les éléments, à travailler conjointement avec l'air, enfin les gaz, le soleil, l'eau, la ressource de la roche-mère, voilà, et puis d'être en lien avec nous aussi, enfin dans toute cette et c'est pour ça que moi très souvent on le décrit comme un chef d'orchestre qui va donner du rythme et de l'élan à cette symphonie, jouée et co-jouée par tellement de formes de vie, dont nous en fait, et voilà, cette capacité à savoir coopérer et à se mettre au service de toutes ces formes de vie pour soi-même grandir et se déployer en toute humilité, qui plus est, puisque en fait, ce que je trouve vraiment fascinant, par exemple, j'ai un arbre qui a pour le coup, qui a un érable, mais qui est du côté de chez moi là, qui est absolument magnifique, qui est énorme, qui est vraiment gigantesque. Quand on le regarde, c'est presque une cathédrale sur place. Et en fait, la plupart des gens passent à ses pieds, à son pied, sans le voir.
Et ça exprime toute cette humilité dans la grandeur et la générosité, en fait. C'est-à-dire que vont le voir et vont lever les yeux ceux qui auront le temps, qui auront la sensibilité. Mais il est là ils sont là tous, toujours sans se la raconter, en fait, à apporter autant, à être si vieux, à être si grand. Parce que finalement, la plupart, ils ont presque la taille d'une baleine, quoi. Enfin, je veux dire que si on a fait un équivalent, nos rues, même parisiennes, là, sont remplies de géants vivants. Et si on avait le regard d'enfant, on pourrait, que j'ai moi, c'est-à-dire on peut les voir presque vivants, se parler à nous. Donc, les paysages deviennent tout de suite enchanteurs. Mais voilà, en fait, ils sont là pour ceux qui savent voir, en fait, et en toute, ils sont présents et ils donnent sans chercher à recevoir. Et donc ça, je trouve ça absolument inspirant et fascinant. Toi qui travailles aujourd'hui beaucoup avec les enfants, qu'est-ce que tu observes dans le lien des enfants vis-à-vis des arbres ? Eh bien, je pense que l'arbre, il est... surtout, nous, on travaille avec des petits arbres, finalement, parce que les enfants avec lesquels on travaille donc vont planter des petits arbres qui ont entre 1 an et demi, 2 ans, donc ils sont tout petits. Il y a toute cette idée ils sont pleins de promesses, en fait. Et je pense que les enfants sont très sensibles à ça, en fait, à la promesse que eux-mêmes portent, incarnent, mais que planter un arbre, c'est ça aussi, c'est vraiment se projeter sur demain et c'est imaginer toute la place qu'ils prendront dans le paysage plus tard. Et donc je pense ça, et puis c'est vrai, ce qu'ils évoquent souvent, les enfants, c'est que une phrase un peu toute simple, mais qui est forte de sens, qu'ils disent quand on dit « mais à quoi ça sert ce que tu fais ?» Ce qui revient toujours, c'est j'aide la planète. Et que l'arbre, il le conçoit et le voit comme un remède pour la planète. Et ça, c'est assez beau parce que je pense qu'à notre génération, cette notion d'aider la planète n'est pas quelque chose qui était dans les consciences. Enfin, c'était peut-être quelques enfants visionnaires ou vraiment très branchés à quelque chose. Mais là, cette notion de presque d'être au chevet, parce qu'il y a cette idée ils prennent conscience que la Terre est un organisme vivant et aujourd'hui fragilisé, pour lequel l'arbre peut être une partie du remède, parce qu'on n'aura pas du tout la prétention de dire que c'est le remède, c'est un élément. Et donc je pense qu'ils sont très sensibles à ça, à la fois la solution et la promesse qui s'ouvre d'un avenir qu'ils vont eux habiter en tant que citoyens et que l'arbre enrichira par tous ses bienfaits. Avec les membres de l'Association des enfants et des arbres et des enseignants, vous travaillez main dans la main avec le monde agricole. Et l'une des convictions fondatrices de l'association est l'importance de créer du lien entre agriculteurs et enfants. Pourquoi est-ce si important à vos yeux ? Eh bien, parce que je pense que... je pense que c'est une réalité. Le monde agricole est en grande souffrance depuis 70 ans, depuis la sortie de la guerre. Tout a été fait pour le transformer, le moderniser et de fait, en fait, le faire disparaître, en fait, parce que le remplacer par des technologies, des machines, faire en sorte que on soit sur des modèles beaucoup plus productifs. Et chemin faisant, en fait, il s'est creusé un fossé entre celles et ceux qui sont agriculteurs ou paysans et qui restent aujourd'hui ceux qui nous nourrissent, et les consommateurs. Il y a alors que finalement il y a juste 70 ans, en fait, tout le monde était en lien avec le monde agricole, tout le monde avait des rendez-vous annuels pour revenir aider sa famille, où il y avait les grands-parents. Mais aujourd'hui, tout ça c'est vraiment distendu et ça crée un énorme sentiment de solitude, et au-delà des vraies revendications du monde agricole sur le fait d'avoir un salaire
à la hauteur de tout ce qu'ils apportent au collectif, puisque en fait c'est le métier le plus important de tous. En fait, c'est le seul dont on dépend tous, c'est le seul qui soit absolument vital. Et aujourd'hui, c'est un non-sens total, et c'est vrai pour moi l'incarnation de l'absurdité de la fonctionnement de notre société, c'est que les plus importants de tous soient mis comme ça à la marge, alors qu'ils devraient être collectivement posés au cœur du collectif, parce que ils sont le cœur battant. Et en fait, donc au-delà des problèmes économiques, toutes les batailles politiques pour amener une vision, il y a ce sentiment de solitude, et aujourd'hui il y a cette double peine de vous nous avez demandé, enfin le collectif, la société a demandé au monde agricole de devenir ultra compétitif, intensif, d'utiliser des produits, tout a été fait pour les pousser dans ce modèle, et aujourd'hui la société civile, les mangeurs urbains voudraient à bas prix des produits qui seraient sans produits, qui seraient bio et autres. Et en fait, ils deviennent un peu les responsables. Ils sont pointés du doigt pour être les pollueurs, Et donc, ça crée dans cette communauté un ressenti de mal-être. Et en fait... à l'heure où justement l'idée c'est d'inviter pas d'inviter, mais d'accompagner ce monde agricole à refaire un nouveau virage qui serait qui permettrait de réépouser à la fois les bons côtés de la modernité, mais en réexhumant toutes les connaissances de liens et de coopération avec le vivant. Eh bien, pour refaire ce nouveau virage, il a besoin, le monde agricole, de se sentir reconnu, aimé, reconnu dans sa peine et dans sa difficulté, dans sa trajectoire, et que, en fait, globalement, quand on se sent jugé, incompris, on ne peut pas se réinventer. C'est impossible. Il y a des rivets psychologiques qui empêchent de se projeter dans des nouvelles pratiques. Et donc moi, je crois que le lien et que la chaleur et la beauté d'un enfant qui a envie d'aider, qui s'intéresse, qui est curieux, eh bien, ça pose comme un baume, en fait, de ce cœur, qui est le monde agricole, pour lui dire, en fait, on est avec toi, on te juge pas. Cette errance, c'est la nôtre, c'est pas la tienne. Et en fait, le virage à venir, on va le faire avec toi, parce que cette transition agroécologique, c'est notre affaire. C'est qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on boit, qu'est-ce qu'on respire, dans quel paysage on s'en promène aujourd'hui et demain. Et donc, c'est notre affaire. Et donc, il faut qu'on soit à tes côtés, qu'on te témoigne, à toi, agriculteur, notre respect et notre soutien dans ce difficile virage à négocier. Et les enfants sont vraiment des accélérateurs, des transmetteurs, dans cette reconnexion entre producteurs et consommateurs. Et à travers toutes ces plantations, donc avec les enfants dans le milieu agricole, comment tu as observé le regard des enfants vis-à-vis des agriculteurs, du monde agricole? Quel regard ils posent sur ce monde-là aujourd'hui? Alors peut-être juste pour expliquer à nos auditeurs comment on fonctionne, en fait, brièvement, on invite les agriculteurs qui veulent planter, en fait, des arbres, donc qui veulent aller sur des projets agroforestiers, donc c'est-à-dire faire revenir soit des haies bocagères qui ont disparu à l'occasion du remembrement, c'est des centaines de milliers de kilomètres de haies, plus de 700 000 qui ont disparu à cette occasion et qui continuent de disparaître. Donc c'est faire revenir ces haies bocagères, ces membranes qui protègent les parcelles du vent, qui nourrissent le sol, qui nourrissent la biodiversité, et puis aussi développer des projets agroforestiers où on planterait au cœur des parcelles qui sont devenues maintenant immenses, des alignements d'arbres qui permettent de nourrir là aussi le sol, de faire des microclimats, fournir du fourrage, l'ombrage pour les animaux, voilà. Et donc, on soutient les agriculteurs à revenir sur ces genres de pratiques. Alors, il y a aujourd'hui des dispositifs qui financent les agriculteurs pour aller dans ce sens-là, mais nous, notre idée, c'est on vous finance à condition que vous vous mettez en lien avec une école du territoire, des enseignants qui vont devenir vos partenaires dans la mise en œuvre de cette plantation et qui vont vous aider
à planter véritablement 100, 200, 300, 500 mètres de haies, et pour que ce projet agroforestier, vous ne le portiez pas seul, et que ce soit l'occasion de se remettre en lien avec votre territoire, vos voisins, pour leur expliquer votre vision. Quels sont vos enjeux, quelles sont vos difficultés, quels sont vos bénéfices attendus, qu'est-ce que vous espérez de ces arbres, et puis que ça permette aux voisins de se saisir du projet. Et donc du coup j'ai oublié ta question. Ma question c'était le regard que les enfants portent sur ce monde-là. Et en fait, ils en portent pas trop. En fait, c'est que le monde agricole, il est devenu, il s'est invisibilisé des paysages. C'est-à-dire qu'on a beau, alors nous on travaille surtout en monde rural, ou périurbain, mais en fait aujourd'hui le monde rural c'est des grandes parcelles, et puis de temps en temps on va voir un tracteur au loin. Enfin, on n'a plus, les paysages ne sont plus habités ou avec des gens qui vivent dans les champs, en fait. Donc, en fait, l'agriculteur ou le paysan, c'est une figure un petit peu abstraite pour les enfants. Donc, là, l'idée, c'est de les remettre en lien, de leur dire, voyez, ce paysage qui est le vôtre au quotidien, eh bien, en fait, il est travaillé, il est façonné, il est dessiné par un paysan ou un agriculteur, parce que c'est pas, par un paysan. Et d'ailleurs, c'est étymologiquement la même racine du paysan qui dessine le pays et le paysage, le visage du pays en dessinant son paysage. Et donc cette idée de remettre l'humain dans le dessin du paysage, c'est très important. Et puis nous, il y a vraiment cette idée que les enfants sont missionnés, c'est-à-dire que avant la plantation, l'agricultrice vient en classe rencontrer son équipe de planteurs et il vient présenter son métier. Donc c'est quoi être apiculteur, céréalier, viticulteur, héliciculteur, éleveur d'escargots. Donc chacun vient avec son métier, sa passion, son parcours de vie, puisqu'en fait il y a ceux qui sont agriculteurs de père en fils et qui ont repris, il y a ceux qui sont partis puis finalement qui reviennent, il y a ceux qui étaient dans le tertiaire ou autre chose et qui finalement changent de vie. Donc ils présentent ces parcours de vie comme tous les possibles et tous les chemins menant à ce métier de la terre. Eh bien pour nous c'est important qu'ils l'expliquent. Ils vont expliquer leurs enjeux. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de planter? Parce que j'ai des problèmes d'érosion de sol, j'ai des animaux qui souffrent des grosses chaleurs en été, j'ai trop de vent, j'ai plus assez de biodiversité. Bon, voilà, ils expliquent leurs enjeux et en fait, d'une certaine manière, ils expliquent de façon très concrète à l'échelle de la parcelle voisine aux enfants ces enjeux globaux de dérèglement climatique, d'effondrement biodiversité qui sont là aussi des grandes abstractions et là qui viennent très concrets dans la vie et le quotidien de cet agriculteur et qui va lui dire moi ma solution, mon bout de remède pour parer à ça va te faire revenir une haie bocagère, des arbres en alignement au sein de mes parcelles. J'ai décidé de planter telle variété parce qu'elles ont telle vertu, elles sont ajustées à mon sol ou à notre climat. Et cette mission, en fait, pour la réaliser, ce projet, pour le réaliser, j'ai besoin de vous. Vous avez une mission, j'ai besoin de vous pour m'aider dans la mise en œuvre de ce projet et deux, œuvrer pour le collectif parce que ces arbres auront de toute évidence une portée pour le collectif en prenant soin des grands communs que sont le sol, les cycles de l'eau, la biodiversité. Et les enfants, quand on leur dit ça, ils sont souvent en 3e cycle, du CM1 à la 6e, quand on leur dit j'ai besoin de toi, mais surtout j'ai confiance en ta capacité de comprendre quels sont les enjeux et comment y répondre, puisque après nous on les outille, enseignants et agriculteurs, avec des BD sur la précision des gestes, puisque c'est aussi simple que précis de planter un arbre, mais c'est très simple, mais il y a plein de petites choses auxquelles il faut être attentif. Donc on les outille pour qu'ils aient tout ça et qu'ils arrivent en sachant le jour de la plantation. Mais cette notion de mission, pour moi, elle est absolument crucial puisque l'enjeu du projet c'est tant d'aider les agriculteurs dans leur virage
mais aussi, et presque en premier lieu, parce qu'on est des enfants et des arbres, de faire pousser une génération qui se sent complètement investie, à la hauteur des enjeux, en capacité d'intervenir, et qu'à partir du moment où elle se met en équipe, où elle se met en interaction avec ses camarades, avec un agriculteur, avec le végétal et avec aussi le ver de terre. Enfin, il y a toute cette myriade en fait de copains et de compagnons qui arrivent et qui travaillent en équipe quand on replante un arbre. Eh bien, les enfants, ça les rend fiers et ça les rend ultra efficaces et bons planteurs. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que les enfants, là, on a encore reçu un témoignage aujourd'hui d'un agriculteur, hier, qui nous disait, l'année dernière, j'ai planté 500 arbres, ça m'a pris 4 jours avec toute ma famille. Là, j'ai 50 gamins qui sont arrivés avec toute leur joie, avec toute leur excitation, et en une journée mémorable, on a fait tout ce travail, on a même paillé, on est allé jusqu'au bout du truc, voilà, c'est extraordinaire. Et donc, les enfants, quand ils viennent, comment dire, le torse bombé, ils sont tellement fiers. Et en plus, c'est tellement satisfaisant parce qu'entre le moment où ils arrivent le matin, ils ont le paysage qui est d'une certaine manière, et ils repartent le soir, et ben ils ont transformé déjà le paysage. Il y a tous ces petits arbres dans leur gaine, leur protection, leur tuteur, et donc c'est tangible. Ils ont, je dirais, participer à soigner le monde en prenant soin de leur paysage. Et ça leur parle. Et d'être au service d'un agriculteur, ça les motive. Et voilà. Et donc ça leur dit, dès le départ, tu es capable, tu es puissant. Donc vas-y. Toi qui as beaucoup travaillé sur la filière agricole, est-ce que tu as l'impression aujourd'hui qu'elle attire toujours les jeunes générations et est-ce que selon toi, c'est un métier qui mérite d'être un peu plus regardé par les enfants, par les ados ? Alors je pense que c'est vraiment un métier d'avenir, c'est-à-dire que le potentiel, en fait, je dirais que tout dépend aussi du modèle agricole que va choisir nos politiques et nos dirigeants, parce que c'est quand même des histoires de politique et de vision pour demain. Si le politique décide de faire de ce métier un métier d'avenir, parce que en repeuplant, enfin en refacilitant l'accès à la terre et en faisant de ce métier ce qu'il est en fait, un métier d'avenir. En fait, parce que le potentiel, il est énorme. Voilà, là, on est en train de, la population agricole est en train de se réduire en peau de chagrin, mais finalement, plus les agriculteurs vont disparaître, plus la biodiversité va disparaître, et plus vont être mises en danger tous ces cycles de vie dont maintenant on comprend l'interdépendance et nous-mêmes notre vulnérabilité là-dedans en fait. Donc remettre des agriculteurs, remettre des paysans qui prennent soin et qui cultivent la terre, c'est en fait faire des économies sur toute la ligne, en termes de logique politique, de santé, de je dirais de nettoyage de l'eau, de lien au coût des inondations. Enfin voilà, en fait c'est 1 euro investi, là je sais pas combien c'est d'euros économisés, j'ai plus le chiffre, mais donc il faut que ce soit la logique, la vraie logique, c'est que ce soit un métier d'avenir. Aujourd'hui, on peut pas dire que ce soit cette tendance. Alors nous, vraiment, dans cette idée de mettre en lien les agriculteurs et les enfants, il y a cette idée, et chaque année, là, on a plein de témoignages, de mettre les enfants en situation de rencontrer ce métier et de, pourquoi pas, l'envisager comme un choix, une première option, c'est-à-dire se dire waouh, en fait c'est un métier où je suis dehors, où je suis mon propre patron, où je fais un métier qui a du sens, où et là cette approche par les arbres, et des enjeux, chaque année il y a des enfants qui ont des épiphanies. Donc je veux, alors donc moi je suis marraine d'une école de maraîchage.
Enfin, moi, je pense qu'il faut absolument que ce soit un métier d'avenir et qui peut être, si le collectif se tourne vers ça, en fait, si le collectif décide de choisir ça, eh ben, ça va être des métiers qui vont être mieux rémunérés, mieux considérés, avec des et de là aussi va se greffer toute une dynamique rurale beaucoup plus revitalisée, régénérée, avec se greffe en fait au monde agricole tout un monde qui aujourd'hui en fait un monde qui se nourrit des grosses machines, des produits et des antibiotiques, enfin bon voilà, mais en fait on peut recycler tout ce monde périphérique qui se nourrit d'un monde agricole aujourd'hui qui est quand même la vache à lait d'une économie périphérique. Eh bien en fait on peut gagner tout autant de métiers qui ferait revivre la ruralité et qui ferait que nos agriculteurs sont au cœur du dispositif et qui par là même remettent le vivant au cœur de leur propre dispositif pour créer une dynamique qui est en fait celle de l'abondance en fait, parce que le vivant par nature est abondant. Alors qu'en face, on a un système, une logique qui est celle de la pénurie, du manque, de la peur du pas assez. La vérité, c'est que la nature, elle est dans l'abondance quand on travaille avec sa logique, quand on travaille avec sa dynamique. Donc voilà, je ferai tout pour que, en tout cas, soit on crée des dynamiques vers ce métier et à minima, on ouvre le regard des enfants pour qu'ils reconnaissent ce métier comme étant précieux. On va reparler juste après du lien que vous créez avec le milieu scolaire, les enseignants, les établissements scolaires, mais j'aimerais avant cela avoir ton avis sur la manière dont les parents peuvent aussi contribuer à créer du lien entre leurs enfants, les arbres, l'agriculture. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à nos auditeurs qui certainement ont envie de contribuer à cette connexion ? Alors il y a plein de façons, je pense, tout dépend où on vit, c'est vrai que il y a plein de façons, mais en fait se reconnecter à son alimentation en premier lieu, en fait remettre un lien très conscient de ce que je mange. En fait, moi j'ai cette petite habitude qui peut faire un peu vieillotte et qui fait toujours un peu sourire. Mais moi, je rends grâce quand on mange et quand on mange à plusieurs. C'est pas du tout religieux. C'est vraiment cette idée de se reconnecter, de reconnaître, d'émettre de la gratitude pour toutes celles et ceux qui produisent ce que l'on mange de façon un peu, presque inconsciente en fait. On oublie que ce que l'on mange est vivant, on oublie tout le travail, toutes les étapes qu'il y a eu pour qu'il y ait une simple carotte en fait, le travail pour que une carotte finisse par être râpée dans notre assiette, c'est énorme. Et donc en fait se redessiner tout ce chemin qu'il y a des humains au bout de la chaîne, à qui l'on doit ça. Et donc déjà retisser ce lien consciemment, je pense que c'est quelque chose d'important. Et donc de fait après ça va être aussi où est-ce qu'on va aller s'approvisionner, où est-ce qu'on va faire ses courses, peut-être comment on va rééquilibrer ses choix de budget, se dire que parfois peut-être que ce lien à l'alimentation, à la convivialité, à la saveur, en fait ça mérite peut-être de rééquilibrer le budget et d'enlever certaines choses et de remettre ça au centre. Et donc tout ça se raconte, ça se dit. Et puis le lien à la nature, il y a les balades en forêt et toutes les possibilités qu'il y a au jour le jour. Après c'est vrai que pour les urbains c'est moins simple, mais en tout cas urbain ou pas, tous les jours on mange et 3 fois par jour toute l'année, et donc c'est déjà un bon moyen de se mettre en lien. Je suis tout à fait d'accord. Alors maintenant, on va parler quand même du lien que vous entretenez avec le milieu scolaire, puisque avec l'association des enfants et des arbres, les enseignants peuvent intégrer cette approche à une véritable démarche pédagogique en lien avec l'école. Est-ce que tu pourrais nous dire concrètement, pour les enseignants qui nous écoutent, la manière dont ils peuvent faire partie de ce projet ?
Alors, il y a plein de façons. Enfin, non, finalement, il y en a que surtout 2. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est en premier lieu, c'est surtout les agriculteurs qui vont aller toquer à la porte de l'école de leur village, de leurs enfants, et qui vont inviter l'équipe enseignante là à prendre part au projet en leur disant « Moi, je veux planter avec des enfants et des arbres. Est-ce que ça vous dit d'accepter l'invitation ?» Et une fois que ils se tapent dans la main, et ben nous on rentre dans la partie et on offre aux enseignants tout un panel de propositions pédagogiques pour les nourrir. Alors nous on sait qu'ils savent leur métier, hein, ils savent faire les choses, donc on se substitue pas du tout en fait, mais on vient enrichir, aiguiller, alors tout ce qui est en lien avec l'arbre, la rencontre avec le génie de l'arbre. Alors la chance, c'est que à travers l'arbre, on peut explorer un spectre à 360 pédagogique, parce que à travers l'arbre, on peut faire des sciences, on peut faire de l'histoire-géographie, on peut faire des mathématiques, on peut faire de la littérature, on peut faire de l'art plastique. À travers le projet, on peut travailler les enjeux de MC, de citoyenneté. Donc en fait, le projet permet de solliciter toutes les disciplines et d'avoir vraiment une dynamique de projet transdisciplinaire qui est très riche. Donc ça, nous, on donne de la ressource pour que finalement tout soit concentré au lien sur l'arbre, mais aussi on incite on nourrit les enseignants à aller au-delà de la plantation, de la journée de plantation qui est un peu la journée climax, et puis en général les écoles reviennent au printemps pour voir la plantation et la ferme sous de meilleurs jours, puisqu'on plante en hiver, donc en général il fait froid et c'est pas les meilleures conditions, donc ils reviennent au printemps. Mais donc on veut inciter les enseignants. Alors en fait, tout comme notre envie de ramener le vivant comme partenaire de production pour le monde agricole, on souhaite faire du vivant un partenaire pédagogique au sein des classes. Donc il y a vraiment le vivant comme partenaire de ces deux mondes professionnels qu'on estime tant. Et donc, on propose notamment un cycle de sortie, enfin pas vraiment de sortie, qui s'appelle « À l'école du vivant ». Et de façon saisonnière, on propose des ateliers pour faire l'école du dehors. Alors par exemple, on a à l'automne, on a tout le cycle de la graine, l'hiver le cycle autour de la racine, au printemps le cycle du bourgeon, à l'été le cycle du fruit et de la fleur. Et donc c'est des ateliers pensés par des enseignants experts de l'école du dehors, qui va donner clé en main des séquences aux enseignants pour qu'ils aillent plus loin en fait dans leur ouverture en fait et de la transformation des méthodes pédagogiques, puisque voilà, en fait il y a un miroir total entre transformer la façon dont on va produire et on va faire pousser de quoi se nourrir pour demain, et transformer la façon dont on fait pousser les citoyens de demain. C'est la même logique, à mon sens, qui est une logique un peu de standardisation, de clonage de la pensée ou des cultures, d'efficacité, d'être dans le rang, de ne pas avoir d'herbe folle, voilà. Bon bah donc là, l'idée c'est de ramener justement un petit peu de diversité, de biodiversité humaine en pleine classe, et de laisser cette place, et d'accompagner les enseignants. Alors la bonne nouvelle, c'est que la crise sanitaire, le Covid, a donné un énorme coup de boost sur ces pratiques de l'école du dehors, puisque quand j'avais fait le film Le Temps des arbres, la dernière séquence se passe justement dans une école du dehors en forêt, et donc je l'ai tournée en 2019, et à l'époque, en France, il n'y avait pas d'école en France qui faisait ça, et j'avais dû partir en Belgique. Et entre-temps, il y a eu une accélération, et là c'est vraiment un des apports vertus du Covid, de faire classe dehors. Donc là, l'idée maintenant, c'est d'aider et d'outiller les enseignants pour que le passage
au dehors soit facile, sécurisé dans le cadre du programme et que voilà, ils trouvent une cohérence. Voilà, donc on essaie de mettre plein de choses à leur disposition. On a un groupe Facebook avec plein d'éléments qui est mutualisé. Et là, cette année, on crée un nouveau projet qui est un projet autour de qui s'appelle un concours Médiarbre. Et on les invite à créer une œuvre audiovisuelle, podcast ou BD pour qu'ils transforment cette expérience de plantation vécue en une œuvre pour qu'ils deviennent à leur tour ambassadeurs et porte-parole. Génial, j'ai hâte de découvrir ça. De toute façon, on partagera en description de l'épisode du podcast tous les liens pour retrouver ce que vous faites. On arrive malheureusement déjà à la fin de l'épisode et j'ai ma question rituelle. Tu sais, le podcast s'appelle Les adultes de demain. Qu'est-ce que tu souhaiterais aux enfants d'aujourd'hui, les futurs adultes de demain ? Alors, je leur souhaite d'avoir confiance en leur puissance d'action, en fait, d'avoir confiance dans le fait que le collectif peut être résilient, le collectif peut être au service de leur avenir. Et en fait, c'est la confiance, parce que la confiance donne de l'appétit pour demain, la confiance déploie les talents. Et donc, j'espère que tous les enfants qui auront planté avec nous vont planter en eux-mêmes, en fait, le fait que oui, je suis capable, oui, je peux faire la différence, oui, c'est éminemment joyeux et impactant de se mettre en lien, de travailler en équipe, et ça marche. Et donc, je crois que on va s'en sortir et que en fait, on va transformer cette épreuve collective en une opportunité de faire pousser une humanité qui s'est retrouvée à sa juste place, c'est-à-dire vraiment au cœur du vivant. Et donc, voilà, c'est mon vœu et mon souhait le plus cher pour cette nouvelle génération. Magnifique. Merci beaucoup, Marie-France. Merci, Stéphanie. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. J'aimerais prendre le temps de remercier tous ceux qui s'abonnent à la chaîne du podcast, qui laissent des avis et des notes sur Apple Podcast ou Spotify. Ça paraît rien, mais ça fait toute la différence pour faire connaître notre travail qui est complètement indépendant. Pour me retrouver, je vous rappelle que vous pouvez aller sur le compte Instagram des adultes de demain ou sur mon compte LinkedIn perso. N'hésitez pas à me partager vos retours sur cet épisode ou sur le podcast en général. Ça fait tellement du bien de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.